J'étais à l'école de la montagne comme guide de montagne maintenant depuis 30 ans. Et puis la montagne vous apprend deux choses fondamentalement importantes pour réussir peut-être un tour du monde. La première chose, c'est l'humilité, parce que vous n'êtes rien du tout dans la montagne, vous n'êtes pas grand-chose. Et puis la deuxième notion, c'est la peur. La peur, vous la subissez, vous ne l'avez pas choisie, mais la montagne vous apprend la notion de la peur. Et la peur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand vous êtes sous l'effet de la peur, ça vous oblige à prendre parfois des décisions millièmes de seconde qui vous permettent de rentrer vivant à la maison. Ça, plus la rencontre d'une femme exceptionnelle qui s'appelle Nicole, et puis qui, ma foi, avait un caractère au-dessus de la moyenne, est prête à changer sa vie. Ça aurait pu être autre chose qu'un cow-boy comme moi, mais ça a été moi. Donc je dirais que le meilleur de Nicole et ma partie à moi, ben, ça permet d'être préparé pour préparer un tour du monde. Qu'est-ce qui peut empêcher de réaliser un rêve? C'est la peur d'échouer. Avoir le courage d'oser, partir un jour de l'an 2000 de la Suisse, assisté et partagé par Nicole, ma femme, en moto et remorque, pour faire le tour du monde. Partir, c'est laisser derrière soi nos familles, nos amis, notre pays, nos certitudes et notre confort. L'aventure, c'est partir pour un inconnu. Tu as dit la course n'est pas un but en soi, mais un moyen pour traverser la vie des autres et la nôtre. Oui, je suis fondamentalement convaincu que... Est-ce que j'aime la course à pied? Vous savez, quand vous êtes sur une ligne droite de 1500 km avec une borne tous les kilomètres pour marquer la route, ou bien quand vous traversez, je ne sais pas, Bangkok ou le Caire, des 15-20 millions d'habitants, Mexico à l'époque, est-ce que vraiment c'est l'amour de la course à pied? Non, franchement, je ne crois pas. Je crois qu'on a décidé tout simplement de changer notre vie, d'apprendre à vivre autrement, pour aller à la rencontre des émotions, des sentiments, de monsieur tout le monde, de vous y compris ici. Une démarche totalement contraire du XXIe siècle. En général, les aventuriers ou le guide de haute montagne que je suis, on utilise l'avion, le bateau, le train, la voiture, le vélo, pour aller au terminus d'une espèce de civilisation, pour aller s'éclater dans la grande nature, ou aller à la rencontre d'une dernière peuplade authentique, originelle, avec des coutumes particulières. Eh bien nous, on a balayé tout ça, rien du tout à voir avec tout ça, ce qui est mon métier de guide. On a fait le contraire. On voulait une fois dans notre vie aller s'immerger dans ce que vit le 80% du peuple finalement, vous et moi réunis. On a utilisé les routes, les sentiers, les traces que vous utilisez tous pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller apporter votre gamin à l'hôpital s'il y a un problème. Voilà, vivre la réalité du monde finalement. Donc, ayant des compétences de sportif et puis aimant les relations humaines et la nature, on a choisi la course à pied pour moi, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que ça a été beaucoup plus un moyen de traverser la vie des autres, la mienne, qu'une histoire d'amour de course à pied. Maintenant, si j'ai aimé courir, ben, ma foi, tant mieux, ça aide, c'est clair. Après avoir traversé la Suisse et la France, on embarque sur le bateau pour notre premier grand continent, l'Afrique. On commencera le continent africain par le pays du Maroc. Je dirais que l'Afrique, c'est le continent où on rigole le plus, c'est un sourire écrasé de chaleur. L'Asie, eh bien, ma foi, c'est s'il nous calme le plus les tempéraments d'occidentaux, surtout le mien qui est pas mal enflammé. Donc, ça calme les tempéraments comme nous en Asie. Je dirais que c'est le continent le plus calme. L'Australie, c'est le continent le plus facile que j'ai jamais couru de mon existence, sur un plan physique. L'Amérique latine, c'est mon continent favori parce que je dirais que c'est un continent plein d'émotions. Je dirais que c'est des gens très, très chaleureux, très passionnels, où il faut toujours être en forme pour tenir la route, parce qu'ils sont aussi un peu guerriers sur les bords. Donc un pays de chaud-froid, passionnel, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis l'Europe, ben, ma foi, c'est le continent où on bouffe le mieux. Et spécialement aux Angles, hein, je dois dire. Je ne perds pas du poids cette semaine. Hein. C'est tout à fait paradoxal, le Moyen-Orient nous a beaucoup marqué, Nicole et moi. D'abord, il y a tellement de cultures et de religions et d'histoires différentes là-bas, mais surtout quand on est arrivé dans un climat d'une tension incroyable, 4 jours après les attentats de New York, tout le monde ne savait pas dans le Moyen-Orient si
c'était le début d'un cataclysme, d'un planétaire ou pas. Tout le monde avait un petit peu peur, et je dirais que les gens qu'on a croisés, leur plus grande crainte était que le reste du monde les prenne en grippe et ne les aime plus. Et puis, faut-il pas que, j'y connais pas tellement grand-chose dans les convictions profondes des religions, mais il paraît que dans ce fameux livre qui s'appelle le Coran, il y a une phrase sensationnelle, c'est la seule que je connaisse, pour être un bon musulman, il faut savoir accueillir le voyageur de passage. Alors, comme la plupart sont musulmans là-bas, il faut bien accueillir le voyageur de passage, ce que nous étions Nicole et moi. Donc on a eu des actes d'hospitalité au Moyen-Orient comme on ne les a jamais eu nulle part ailleurs. Ils cherchaient tout ça, à être avec le voyageur de passage cool et sympa. Donc on nous a apporté de la boisson, de la nourriture au milieu de la route, malgré un climat de tension générale très fort. On a trouvé l'hospitalité là-bas extraordinaire, quoi. Et ça, c'était bien. Inversement, il y a eu cette espèce d'isolement du Nicole assis sur sa moto où personne ne lui adressait la parole et tout le monde venait chez moi. Donc il y a eu beaucoup de paradoxes très forts dans ce Moyen-Orient et c'est une partie du monde qui nous a marqué, c'est clair. Mais avant que vous repartiez chez vous, j'aimerais peut-être juste vous laisser une dernière réflexion. Et puis alors celle-là, elle n'a rien à voir avec la course à pied, la montagne, la boxe, l'Atlantique et tout ce bazar. Je me suis aperçu de quelque chose, 8 mois par année comme guide et 4 mois en conférence depuis 2005, on est rentré, depuis 6 ans. Et bien pendant ces conférences, j'ai eu le privilège d'aller très souvent dans des écoles en Suisse. Enfin, ça fonctionne très bien. Avec l'éducation nationale, c'est un peu plus compliqué. Toujours est-il que quand je vais dans les écoles et que je présente avec des élèves, des petits, des tout petits même, entre 6 ans et 10 ans, disons, eh bien, quand à la fin d'une conférence avec les élèves de 6 à 10 ans, je leur demande, qui c'est qui veut faire la même chose? Ah ben c'est les 3/4 des petits gamins qui lèvent la main. Et vous savez tous pourquoi? Parce que les tout petits, ils sont plus ou moins innocents, purs, spontanés. Alors pour eux, pas tant d'histoire. Ils ont vu du ciel bleu, une moto, des animaux, des fleurs. Oh ben c'est cool, ils veulent faire la même chose. Alors ils lèvent la main et on les comprend. Et puis après, les années s'ajoutent aux années. Et nos braves instituteurs, patrons, collègues, conjoints et autres, nous apprennent à devenir plus ou moins ce que l'on appelle être des adultes. Et une fois qu'on est adulte, eh ben, ma foi, on planifie sa carrière, sa profession, ses vacances et tout le reste. Et malgré la part de rêve et de liberté que dégage le film, eh ben, ma foi, on se rend compte, c'est pas gagné d'avance. Alors on lève un peu moins la main, ou peut-être pas du tout. Et ça aussi, je peux comprendre. Ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que parfois, chacun d'entre vous, au long de votre vie, sachez ne rester qu'un enfant émerveillé face à la beauté du monde. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci.